joli pull au vert. Mais j'adore le vôtre, c'est orange, vous s'y à merveille. J'ai l'impression de vous reconnaître. C'est rayonnant. Et vous êtes là? Nous voici. Nous voici. Les Bernadette Pivot. Les Bernadette Pivot. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Écoutez fort bien, ma chère Bernadette, et vous-même? Très bien, comme d'habitude, moi je suis toujours en forme. Toujours au top. Toujours ravi de vous voir. Moi Et toujours ravi de savoir quelle Bernadette êtes-vous? Écoutez, ma chère Bernadette, figurez-vous qu'aujourd'hui je suis Bernadette destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. J'aime toujours pousser la chanson. Oh, j'adore cette Allez-y, chansonnette. Ça me dans met en quelle joie pour la chanson journée. allez-y. Ah non, ça me met en joie pour la journée. Ne m'embêtez pas. En fait, je vais ici vous parler d'un roman américain. Et alors, qui me connaît sait que je suis une grande addicte de littérature américaine, de ces grandes sagas familiales qui s'étirent sur plusieurs générations en général et nous permet vraiment de découvrir les fondements de la société américaine. Ici, c'est un roman de Brit Bennett qui s'intitule L'autre moitié de soi. Et alors, nous sommes encore en pleine ségrégation aux États-Unis. Et dans la petite ville du sud des États-Unis, Malhar, qui est une ville fictive, les Noirs américains ont la peau très blanche. C'est une fierté qu'ils ont dans ce village, puisque voilà, du coup, ils ressemblent le plus possible à des Blancs. Mais ils sont évidemment considérés comme noirs par les lois ségrégationnistes. Et dans cette ville, on va suivre deux jumelles, donc Stella et Désirée, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et qui voient malheureusement, donc c'est assez tragique, complètement tragique, leur père décédé suite à un lynchage. Elles se retrouvent donc orphelines de père, avec une mère qui doit travailler en tant que femme de ménage, et elles voient très peu d'espoir pour leur avenir, et décident de s'enfuir à la New Orleans toutes les deux. Elles quittent donc Malhar et s'enfuient pour travailler à la New Orleans. On va les retrouver des années plus tard, et comprendre peu à peu ce qui s'est passé, mais il faut savoir que l'une des deux jumelles va quitter l'autre du jour au lendemain et se faire passer pour blanche. Ce sont des histoires que l'on a beaucoup entendues aux États-Unis, certaines qui ont d'ailleurs été réelles et qui ont aussi été source de nombreux romans et qui permettent vraiment de questionner le racisme systémique aux États-Unis, où une goutte de sang noir prévalait dans la loi pour appliquer les lois ségrégationnistes, et le fait qu'évidemment les populations ont été de plus en plus mixées et qu'il y a certaines personnes noires aux États-Unis qui ont ce qu'on appelle le white passing et qui ont pu ainsi traverser la frontière raciale et passer du côté blanc et avoir une destinée complètement différente. C'est à la fois passionnant parce que ça nous questionne sur l'identité, sur ce à quoi on renonce en faisant certains choix, à quoi est-ce qu'on renonce en choisissant de plus jamais pouvoir prendre contact avec sa famille, de fuir entièrement ses origines. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi ces jumelles qui sont très fusionnelles et qui vont se retrouver réellement séparées et qui vont avoir donc deux vies très très différentes, toute l'histoire familiale et voilà, la période de la ségrégation aux États-Unis m'a toujours beaucoup intéressée dans les romans parce que je trouve que c'est une période de l'histoire qui est encore très proche et ça me surprend à chaque fois et en même temps dont les conséquences sont encore très visibles aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis mais aussi pour d'autres raisons ici en Europe, plutôt suite au colonialisme. Et voilà, donc ça permet de mieux comprendre aussi le monde dans lequel on vit. Et, voilà. Et en même temps, c'est un roman dans lequel on plonge entièrement, où les psychologies des personnages sont denses et fouillées. Je vous le conseille vraiment. Oui, parce que je partage ce goût que vous avez de la littérature américaine et de ce sujet-là. Où j'y reviens toujours, malgré tout. J'ai beau lire plein de trucs différents, je reviens toujours à ce sujet-là, forcément à un moment. Mon premier roman, figurez-vous que j'ai lu seul, je me permets cette petite anecdote, c'était justement Black Boy de Richard Wright. Ah oui, et qui a vraiment construit ma vie de lectrice. Ouais. Le matin où l'une des jumelles disparues revint à Malhar, Lou le Bon se précipita au diner pour annoncer la nouvelle. Et aujourd'hui encore, des années plus tard, tout le monde se souvient du tollé qu'il provoqua lorsqu'il franchit les portes vitrées en nage, la poitrine palpitante et le cou assombri par l'effort. Les clients mal réveillés braillaient autour de lui, une dizaine même si, par la suite, ils seraient plus nombreux à prétendre avoir été présents, ne serait-ce que pour pouvoir dire qu'ils avaient été, au moins une fois dans leur vie, témoins d'un événement vraiment excitant. Dans cette petite localité rurale, il ne se passait jamais rien qui sortait de l'ordinaire. Le dernier fait notable était justement la disparition des jumelles Vignes, et ça remontait à plus de 15 ans. Ce matin d'avril 1968, donc, comme il se rendait au travail, Lou avait aperçu Désirée Vigne qui marchait le long de Partridge Road, une petite valise de cuir à la main. Elle était la même que lorsqu'elle était partie à 16 ans, le teint clair, couleur sable légèrement humide. Avec son corps sans hanches, elle lui faisait penser à une branche battue par un vent violent. Elle se hâtait, la tête courbée, et ménageant son effet, Lou marqua une pause à cet endroit. Elle tenait la menotte d'une fillette de 7 ou 8 ans, noire comme le goudron. Noir-bleu, précisa-t-il. On aurait dit qu'elle débarquait d'Afrique. La Gauss, le diner de Lou, se fractionna alors en une multitude de conversations.
Le cuisinier insinua que ce n'était peut-être pas Désirée, car Lou, qui aurait 60 ans en mai, était trop fière pour porter ses lunettes. La serveuse rétorqua que c'était forcément elle, que même un aveugle reconnaîtrait une des sœurs Vignes, et ça ne pouvait pas être l'autre. Les clients qui avaient abandonné leurs gruots de maïs et leurs œufs sur le comptoir se moquaient bien de ces considérations futiles. Qui était l'enfant noir? Voilà ce qu'on voulait savoir. Est-ce que c'était vraiment la fille de Désirée? Voilà pour le petit extrait, ma chère Bernadette. J'espère que cela vous a donné envie de connaître la suite. Ben oui, on a vraiment envie de savoir la suite. Et ce qui est drôle, c'est que vous parlez de gruau de maïs et on en parle beaucoup dans mon bouquin. Mais quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dois dire que je suis Bernadette admirative. Admirative? Oui, admirative et de l'auteur, de son écriture, et de l'histoire et de son héroïne à la fois. On suit la vie de Kia, qui est à la base dans l'histoire une petite fille qui habite dans les marais en Caroline du Nord avec sa famille. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on s'aperçoit que chacun des frères et sœurs part de la maison. La maman va partir un jour à son tour et elle reste seule avec son papa qui, on peut dire, n'est pas toujours facile à vivre. Et un jour, lui aussi va s'en aller. Et donc, elle va se retrouver seule dans la maison, qu'on peut appeler plutôt une grande cabane, au milieu des marais, donc éloignée des villes alentours. Et elle va devoir se débrouiller toute seule dans les marais. Et donc, on a la vie de cet enfant qui est magnifique et qui, du coup, va apprivoiser toute la nature qui est autour d'elle et va faire du marais son meilleur ami, sa famille, sa protection. Et elle va le connaître par cœur, au point, à la fin, je ne vous dis pas tout ce qui s'y passe, au point de savoir en vivre. Et voilà. Et donc, parallèlement à l'histoire de Kia, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'un garçon de la ville qui s'appelle Chase Andrews va être retrouvé assassiné dans le marais. Et donc, et forcément, toutes les accusations vont être sur Kia. Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a pas fait? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie de Kia, il va y aussi avoir Tate, qui est un pêcheur, parce qu'elle passe beaucoup de temps sur la barque de son père à pêcher et à apprivoiser les animaux des marais, les oiseaux, les poissons, les plantes, tout ce qui l'entoure. Et donc, Tate va prendre une place très importante dans sa vie aussi. Et c'est un roman magnifique que je conseille à tout le monde. Voilà. J'ai très envie de le lire, ma chère Bernadette. Je vais vous lire deux extraits sur les deux histoires dont je vous parle, donc, et du meurtre et de la petite Kia. « 1969. Un marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel. Des ruisseaux paresseux charrient le disque du soleil jusqu'à la mer et des échassiers s'en envolent avec une grâce inattendue, comme s'ils n'étaient pas faits pour rejoindre les airs, dans le vacarme d'un millier d'oies des neiges. Puis, à l'intérieur du marais, çà et là, de vrais marécages se forment dans les tourbières peu profondes, enfouies dans la chaleur moite des forêts. Parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, l'eau des marécages est sombre et stagnante. Même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. On entend quelques bruits, bien sûr, mais comparé au marais, le marécage est silencieux, parce que c'est au cœur des cellules que se produit le travail de désagrégation. La vie se décompose, elle se putréfie, et elle redevient humus, une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie. Le matin du 30 octobre 1969, le corps de Chase Andrews fut retrouvé dans le marécage, qui, sans surprise, l'aurait englouti en silence, le faisant disparaître à tout jamais. Un marécage n'ignore rien de la mort et ne la considère pas nécessairement comme une tragédie, en tout cas pas comme un péché. Mais ce matin-là, deux garçons de la petite ville pédalèrent jusqu'à la vieille tour de guet et en arrivant au 3e palier, repérèrent en contrebas son blouson en jean. Alors pendant le livre, on fait sans arrêt des allers-retours entre l'enquête et la vie de Kia, et donc il y a des allers-retours dans le temps aussi. Donc ici, on est en 1956. Durant l'hiver 1956, alors que Kia avait 10 ans, Pa se mit à revenir de moins en moins souvent à la maison. Des semaines se passaient sans bouteille de whisky sur le plancher, sans corps affalé sur le lit et sans l'argent du lundi. Elle s'attendait toujours à le voir apparaître entre les arbres en traînant sa jambe, son sac de papier à la main. Une pleine lune, puis une autre, était passée depuis qu'elle l'avait vu la dernière fois.
les sycomores et les noyers blancs étiraient leurs branches dénudées sur le ciel terne, et le vent balayait impitoyablement la moindre gaieté que le soleil d'hiver aurait pu répandre sur toute cette grisaille. Un vent inutile qui racornissait sur son passage une terre gorgée d'eau de mer qui ne parvenait pas à sécher. Assise sur le perron, elle réfléchissait à son absence. Il s'était peut-être fait tabasser lors d'une bagarre après une partie de poker, puis jeté dans le marais par une nuit froide et pluvieuse. À moins qu'il ne se soit saoulé à mort et enfoncé dans les bois avant de tomber la tête la première dans la fange d'une tourbière oubliée. Il reviendra sans doute jamais. Elle se mordit les lèvres jusqu'à ce qu'elles redeviennent blanches. Ce n'était pas la même douleur que quand Ma était partie. De fait, elle avait bien du mal à pleurer la disparition de Pa. Mais sa solitude résonnait comme un immense écho, et elle était sûre que les pouvoirs publics allaient s'en apercevoir et venir la chercher. Il lui faudrait faire semblant, même devant Jumping, que Pa était encore dans les parages. Et c'est un roman que je pense, Bernadette, tu vas adorer, parce que en habitant toute seule dans la maison, elle va tomber sur des affaires de sa maman, et notamment des livres de poésie. Et donc elle va se mettre à lire de la poésie, parce que oui, elle va apprendre à lire dans les marais grâce à Enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est vraiment une histoire magnifique. Mais j'ai très envie de lire cette histoire et j'ai adoré l'écriture. Et ben voilà. L'écriture limpide et avec vraiment des images déclenchées comme ça, magnifique. Encore un bon échange. Merci beaucoup pour ce conseil, ma chère Bernadette. Avec plaisir et je vous souhaite une bonne journée lecture. et une bonne lecture. Au revoir, bientôt. Bernadette. Au revoir Bernadette.